Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Dimanche en politique. Notre invité aujourd'hui est le député de la 3e circonscription de la Gironde depuis 2017, député de la France Insoumise. Il s'agit de Loïc Prudhomme. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Face à vous sur ce plateau, Jean Petot, politologue, également présent. Bonjour Jean. Bonjour. Merci à vous également d'être des nôtres aujourd'hui. Voici le sommaire de cette émission du 21 janvier. L'actualité de la semaine avec la conférence de presse. Tout d'abord d'Emmanuel Macron mardi. Et dans les jours qui ont suivi, la feuille de route, qui n'est pas encore complètement bouclée, du gouvernement. On parlera aussi de la France insoumise, bien évidemment, de son présent, de son futur, a priori avec la fin de la NUPES, notamment au niveau national. Quelle stratégie pour le mouvement à l'occasion des européennes? Et enfin, député, saison 2 pour vous, Loïc Prudhomme. Deuxième mandat est-il différent? Ce deuxième mandat est-il différent du premier? Et comment agissez-vous dans votre circonscription? Je rappelle, c'est la 3e de Gironde. La première partie de ce dimanche en politique est donc consacrée à l'actualité de la semaine. Et tout d'abord, je vous propose de revenir sur quelques moments clés sur la politique intérieure du chef de l'État lors de sa conférence de presse. C'était mardi à l'Élysée. Voyez ce reportage signé Guillaume Daré et David Bouygues. Une France plus juste et plus forte. C'est le cap fixé par Emmanuel Macron lors de cette conférence de presse à l'Élysée. Il souhaite rapidement engager le réarmement civique à l'école en doublant dès cette année les cours d'éducation civique et il confirme l'expérimentation de l'uniforme. La tenue unique qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays et qui efface les inégalités entre les familles en même temps qu'elle crée les conditions du respect sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements. Et sur la base des résultats, s'ils sont concluants, nous la généraliserons en 2026. Autre engagement pour la jeunesse, le président de la République compte généraliser le service national universel en seconde et réguler l'usage des écrans pour les enfants. Il n'exclut pas des interdictions et des restrictions. De nombreuses annonces pour l'éducation, jugées toutefois insuffisantes pour ce représentant syndical. Aujourd'hui, nous sommes dans la plus grave crise de recrutement qu'on n'a jamais connue sous la Ve République. Or, il n'y a absolument rien de prévu au budget pour y faire quoi que ce soit. Rendre la France plus forte par une relance de la natalité également. Le chef de l'État annonce la mise en place d'un nouveau congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. D'abord, il sera mieux rémunéré. Il permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois, s'ils le souhaitent. Et surtout, il sera plus court que le congé parental actuel qui peut parfois aller jusqu'à 3 ans et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail. Plus de 2h20 de réponses et d'explications. Ce nouvel exercice pour relancer son second mandat n'a pas convaincu l'opposition. On n'a pas convaincu Mathilde Panot de la France Insoumise. Loïc Prudhomme, vous non plus, j'imagine, vous n'êtes pas convaincu. On ne va pas reprendre toutes les mesures, mais globalement, vous n'êtes pas convaincu. Évidemment non, c'est effectivement un discours de politique générale avant celle de son Premier ministre qui trace une feuille que je pourrais résumer en 3 mots qui résonneront sûrement à vos oreilles, c'est travail, famille, patrie. Travail puisque c'est la chasse aux chômeurs alors que 100 milliards de dividendes ont été distribués l'année passée dans ce pays. Famille parce qu'il nous parle de fertilité, notamment sans dire un mot des pesticides, sans dire un mot des absences de place en crèche, sans dire un mot de la précarité de la carrière des femmes. Et puis patrie puisque c'est la France doit rester la France avec des mesures directement tirées de la politique de l'analyse décliniste du RN, notamment la question de l'uniforme, du SNU. Et à côté de ça, comme le disait le syndicaliste de l'éducation nationale, aucun moyen. 2693 postes supprimés à l'éducation nationale dans l'exercice budgétaire qui s'est ouvert et 8000 sur l'ensemble du quinquennat précédent, donc depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit qu'effectivement, on est dans ce triptyque-là qui effectivement est assez effrayant quand on se place de mon côté du champ politique avec des relents effectivement plutôt de la droite réactionnaire, voire de l'extrême droite, qui ne laisse rien présager de très progressiste dans cette feuille de route. Jean Petot, est-ce que c'est la dernière cartouche du président de la République? Alors, je pense que vous avez entendu, comme moi, son propos en disant « je suis là encore pour 3 ans et demi, il peut se passer des choses en 3 ans et demi, les 6 dernières années et demie, je suis bien placé pour savoir qu'il peut se passer des choses ». Propos d'ailleurs qui s'adressait sans doute, je ne sais pas si Loïc Prudhomme sera d'accord avec moi, autant d'ailleurs à sa majorité que peut-être à son opposition, parce que son opposition, elle sait qu'il en a encore pour 3 ans et demi, et il a bien manifesté son intention, a-t-il dit, de se battre jusqu'au bout, jusqu'au dernier quart d'heure
dit-il, pour éviter que le Rassemblement national arrive au pouvoir. La réalité, c'est que on voit bien qu'il a décidé un peu d'appliquer la méthode Sarkozy 2007, c'est-à-dire d'utiliser un certain nombre d'éléments de langage, voire de proposer des textes et des orientations politiques qui sont plutôt du domaine, ou en tous les cas proches des idées proposées par le Rassemblement national, pour essayer, comme on dit, de siphonner son électorat. Je ne sais pas ce qu'en pense Loïc Prudhomme. Est-ce que vous pensez que ça peut être une méthode efficace? Alors, deux éléments. D'abord, sur les 3 ans et demi qu'il reste, et où vous dites on est sûr qu'il ira jusqu'au bout, c'est une vraie question, puisqu'aujourd'hui, cette minorité présidentielle est encore plus affaiblie, avec notamment l'entrée de ministres de droite qui fait réagir même des députés de la majorité aujourd'hui et qui semble commencer à faire émerger une fronde, y compris à l'Assemblée nationale. Donc on ne sait pas trop comment ça va perdurer. Après, effectivement, sur la question de draguer l'électorat du Rassemblement national, c'est même au-delà de ça, selon moi. C'est-à-dire qu'on était jusqu'à présent, sur cette année écoulée depuis la NUPES, sur un tripartisme de la vie politique. La gauche de rupture que nous représentons et qui est aujourd'hui majoritaire à gauche, le macronisme qui était un petit peu un fourre-tout, et puis l'extrême droite. Et aujourd'hui, on revient vers un bipartisme, puisque tout le mouvement majoritaire de la majorité présidentielle a glissé vers l'extrême droite, et finalement on se retrouve avec une seule alternative, cette droite réactionnaire, voire même cette extrême droite, et puis de l'autre côté, LFI, la NUPES, qui propose aujourd'hui des alternatives qui n'ont absolument pas été évoquées d'ailleurs, des réponses aux vraies questions qui aujourd'hui travaillent les Français. La question de l'inflation, la question du logement notamment. Bon, tout ça, silence radio. Je voudrais qu'on aborde l'une des parties de ce gouvernement, toute la feuille de route, c'est l'éducation nationale. Ça a mal commencé, il y a la polémique que l'on connaît avec la nouvelle ministre. Sur le fond, l'école, la mère des batailles de ce gouvernement, clairement les moyens manquent. On a entendu les syndicats enseignants. Il y a des manifestations d'ailleurs prévues, 25 janvier et 1er février dans le monde enseignant. Aujourd'hui, l'urgence, elle est là. C'est vraiment la mère de toutes les batailles, mais avec une vraie politique, selon vous? C'est ce qui manque. Et c'est d'ailleurs le Premier ministre qui était quelques mois en charge de l'éducation nationale qui a, pour le coup, pris la pente la pire qu'on pouvait imaginer, avec la question du retour de l'uniforme, puisqu'il n'en a jamais existé. C'était une question de blouse, juste. Il y a 100 établissements scolaires qui sont sur la base volontariat. Et la fin du collège unique, et ça, c'est des mesures typiquement du Rassemblement national. Quant à son super cheval de bataille qui était le harcèlement scolaire, on s'aperçoit que ça ne s'applique pas à l'enseignement privé notamment. Il y a eu quelques exemples récemment relatés dans la presse ici écrite en Gironde, et puis on voit au niveau national avec l'affaire Oudéa Castéra qui, mensonge sur mensonge, veut nous faire croire qu'il n'y a pas de problème de cette école privée Stanislas qui ne respecte pas le contrat notamment qu'elle passe avec l'État. Donc on a une vraie difficulté avec un gouvernement qui ne prend pas la mesure des difficultés de l'éducation nationale. Des classes surchargées partout, des enseignants qui sont au bout du rouleau, mais littéralement, et ça vous pouvez les interroger tous un par un, individuellement, ou leurs syndicats, tous vous répéteront la même chose, et des recrutements qui sont pas du tout à la hauteur. À la rentrée 2023, un établissement scolaire sur 2 voyait une absence de professeurs devant les élèves. Qu'est-ce qui a été fait depuis ce jour-là? 2693 postes supprimés. Loïc Prudhomme, qu'on parle maintenant de la loi sur l'immigration. Il y a eu une manifestation le dimanche dernier, un peu partout dans plusieurs villes de France, dont Bordeaux. Alors cette loi a été même pas votée, mais en tout cas entérinée à l'Assemblée nationale. Elle va passer au Conseil constitutionnel en quelques jours. Jean Petot, je vous poserai la question. La mobilisation, elle existe toujours contre cette loi, Loïc Prudhomme, que vous qualifiez de xénophobe. Oui, moi je l'appelle la loi Gérald Darmanin, Jean-Marie Le Pen. Elle est raciste et xénophobe. Ça, c'est une évidence. Tout le monde s'accorde. Pour les aides aux étrangers, aux sortissants étrangers notamment. Notamment, tous ceux qui sont aujourd'hui dans notre pays et qu'on louait comme étant en première ligne il y a quelques mois en arrière. Donc oui, il y a une vraie difficulté à faire avaler la pilule parce qu'elle est aujourd'hui immangeable, imbuvable. Et donc il y a une grosse mobilisation de toute la gauche, des syndicats, des partis politiques, des associations pour dire non, on ne peut pas aller sur ce type de loi raciste et xénophobe dont je rappelle par ailleurs que quand on commence à traiter les gens qui sont dans notre pays étranger sur ces bases-là, ce sont les prémices du traitement qui sera réservé à l'ensemble de la population française dans quelques années. Voilà, le contrôle accru, la difficulté de se déplacer librement. Donc voilà, c'est vraiment les prémices d'une société du contrôle, une société autoritaire. Et si on accepte ça, on est sur une pente
dangereuse. Jean Petot, le Conseil constitutionnel doit se pencher sur cette loi le 25 janvier. On évoque globalement une vingtaine d'articles qui seraient peut-être mis en cause. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez entendu aussi les vœux, j'allais dire, de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Président du Conseil constitutionnel, même si c'était, si j'ai bien compris, plus ou moins à huis clos, mais c'était des vœux qui étaient plus une manière de tenser, en quelque sorte, si j'ai bien compris, le président de la République, au moins pour deux choses. D'abord, c'est vrai que c'était tout à fait surprenant. Alors, c'était pas à la tribune de l'Assemblée nationale, peut-être ça a été fait à la tribune nationale, là, j'ai pas suivi. Mais au Sénat, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a clairement dit aux sénateurs, faites en gros ce que vous voulez, mais le Conseil constitutionnel rectifiera les choses et remettra ça. Ils ont même avoué clairement, effectivement, que certaines de leurs propositions pouvaient être ou semblaient être inconstitutionnelles. Ce qui fait que ça, je sais bien compris, ça n'a pas trop plu au président du Conseil constitutionnel. Alors, vous réagissez comment à cette réflexion de Laurent Fabius qui dit qu'il ne faudrait pas que le Conseil constitutionnel soit transformé en une espèce de chambre d'appel et après, on parlera de la France insoumise un peu plus en longueur. Il a dit même, je ne veux pas être un arbitre politique. Effectivement, il n'est pas l'arbitre des élégances politiques. Mais vous l'avez saisi, vous aussi, le Conseil constitutionnel. Bien sûr qu'on l'a saisi, parce que pour le coup, il nous semblait qu'il y avait quand même des choses qui méritaient assez graves et qui méritaient qu'on le saisisse. Mais il jugera sur la conformité à la Constitution et pas sur des affaires morales ou politiques comme voudrait le faire trancher parfois le président Macron. Donc il faut rester avec un Conseil constitutionnel qui juge la constitutionnalité. Et c'est la deuxième partie de ce dimanche en politique. On va s'attarder un petit peu plus sur la France insoumise. Aujourd'hui, Loïc Prud'homme, alors la fin, vous allez nous dire, au niveau national en tout cas, de la NUPES, est-ce qu'elle est actée, est-ce qu'elle est officielle, est-ce qu'elle était prévisible? On va parler du niveau local, notamment dans la Gironde, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Jean Petot me le faisait remarquer. Au niveau national, c'est fini la NUPES? En tout cas, tout le monde a dit qu'il s'en retirait ou qu'il y avait des moratoires. Bon, pour le Parti communiste, c'était assez clair assez tôt. Au niveau national, on a cette question des européennes dont on reparlera sans doute, qui a un petit peu, j'allais dire, scindé cette NUPES qui jusque-là avançait en rang serré. Pour des calculs, j'allais dire, d'appareil, d'abord de nos amis écologistes qui ont refusé une proposition unitaire. On le déplore, on le regrette. Donc, moi, j'ai plutôt envie de dire que oui, pour l'instant, la NUPES est en suspens, mais par la force des choses. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la bipartition. Maintenant, on revient à une bipartition de la vie politique sur la gauche versus la droite extrême et l'extrême droite. Je pense que nos partenaires, nos futurs ex-partenaires de la NUPES redeviendront des partenaires assez rapidement parce que d'abord, l'électorat le demande. Les futurs ex seraient susceptibles de devenir des ex-futurs. Absolument. J'ai pas osé, mais c'est effectivement comme ça qu'on peut le lire. Parce que l'électorat le demande, parce que les militants même de ces appareils politiques qui choisissent parfois des politiques un petit peu de boutique, ou en tout cas pour se compter, pour essayer de se redorer un petit peu le blason, de se refaire la cerise pour être un peu trivial. Sur le terrain, et on va en reparler, sur le terrain, la demande, elle est tout autre. Elle n'est pas de se confondre les uns les autres et d'être tous similaires, mais les points qui nous rassemblent, on parlait des combats sur la loi asile-immigration, sont aujourd'hui bien plus importants, bien plus urgents. La lutte contre le changement, les batailles à mener pour atténuer le changement climatique aussi, sont des batailles qu'il nous faut mener ensemble parce que c'est urgent et parce que la réponse doit être à la hauteur des enjeux qui nous sont aujourd'hui posés. Avant d'évoquer les européennes, vous en parliez à l'instant, Jean Petot, au niveau local? Oui, au niveau local. C'est différent en fait, un petit peu. Tout à fait. J'ai quand même une petite question, pardon. Quand Clémentine Autain dit Jean-Luc Mélenchon devient plus un problème pour LFI qu'il n'est une solution. Vous avez fait partie du premier groupe des 17 élus LFI, j'allais dire modèle 2017, avec Clémentine Autain, avec M. Ruffin. Vous réagissez comment à cette réflexion? Les temps ont bien changé. Vous avez aussi noté qu'entre le premier mandat de ce groupe des 17, on est passé à 75. C'est-à-dire qu'aussi, on pèse beaucoup plus aujourd'hui dans le champ politique français et notamment sur la gauche où, j'allais dire, le mouvement... Mais sur la réflexion de Autain sur Mélenchon? Je ne pense pas qu'il soit un problème. Je pense que c'est plus large que ça. Il faut qu'on en réfléchisse effectivement comment on dépasse les logiques d'appareil dont je faisais état il y a quelques instants pour avoir une politique qui permette de rassembler plus largement et avec l'objectif impératif de gagner en 2027, parce qu'après, ce sera bien trop tard, à mon sens, au regard des urgences que j'ai décrites. Et donc, je pense que le message de Clémentine Autain, il était celui-là. C'est-à-dire qu'il est temps maintenant de trouver aussi les voies et moyens
pour qu'on arrive à faire cause commune. Je rebondis sur la oui, parler localement, il faudrait qu'on dise un mot des européennes, juste voilà. avant de changer de parti. Et donc, au plan local, on vous a vu présenter vos vœux, si je puis dire, avec chez Nicolas Thierry, enfin dans sa permanence, avec un autre parlementaire girondin, Alain David, vous étiez le troisième. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de microclimat pro-NUPES ici en Gironde? C'est quoi la différence entre le national et le local? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des logiques d'appareil. Quand on dit, par exemple, je vous parlais des écologistes où les militants, quelques milliers, disaient qu'il faut faire liste unique aux européennes, mais 80% de leurs électeurs disaient qu'il faut faire une liste commune NUPES. Et donc, en fait, nous, on est sur les réalités de terrain. C'est-à-dire qu'on est, on est vraiment les mains dans le cambouis, dans le moteur. On est sur le terrain tous les jours et on voit qu'il y a une urgence. On voit aussi que l'attente des électeurs, des gens qui sont ce peuple de gauche, comme on l'appelle largement les uns et les autres, nous demandent cette unité, cette union, parce que l'urgence le réclame et qu'ils sentent que si on manque le coup de 2027, ça sera vraiment très très dur de supporter 5 ans d'un quinquennat, qu'il soit de droite extrême ou d'extrême droite. Que la seule issue, c'est 2027. Que le gouvernement de ce pays soit ancré à gauche. Avant 2027, il y a les élections européennes en 2024. A priori, liste seule de la France insoumise. Peut-être, dit-on, circule-t-on avec Jean-Luc Mélenchon à sa tête, ou pas. Au-delà du cas Jean-Luc Mélenchon, l'objectif pour la France insoumise, quel sera-t-il ? Faire le meilleur score possible. On attend encore l'officialisation de la tête de liste. C'est pour ça que je vous parle de Jean-Luc Mélenchon. Oui, pour l'instant, on remet ça, nous, au mois de mars. Comme je vous le disais, on espère toujours que les circonstances feront aussi réfléchir nos futurs ex-partenaires ou ex-futurs partenaires de la NUPES. Pour l'expression de Jean Petot. Voilà, pour reprendre l'expression de Jean Petot, pour qu'ils reviennent à la table commune pour qu'on puisse discuter d'une composition différente des listes. Peut-être que quelques sondages sauront les faire revenir à la raison. Mais c'est pour ça qu'on retarde au maximum cette échéance-là. Et notre espoir, effectivement, il est toujours d'ailleurs de cette union, et puis de faire le meilleur score possible pour que notre camp soit renforcé à l'issue de ces élections. Aujourd'hui, nous avons une délégation au Parlement européen qui compte 6 parlementaires. Je pense que le minimum serait qu'on en ait au moins autant, et si on pouvait doubler la mise, ça serait quand même nécessaire dans la période. Avant d'aborder une dernière partie plus personnelle, Loïc Prudhomme, Jean Petot, ces européennes pour la France insoumise, est-ce qu'elles ont une valeur importante? Oui, c'est une élection, c'est un scrutin. Mais... Oui, parce que c'est le dernier scrutin national, si je puis dire, avant les élections municipales de 2026, donc avant le rendez-vous qui est théorique peut-être, vous l'avez dit, Loïc Prudhomme de 2027, présidentielle législative. Donc ça, c'est effectivement un sondage grandeur nature. Sans le dire, il faut aussi, j'allais dire, peut-être un peu le corriger, ce sondage. D'abord parce que on sait que la participation, même si elle a remonté en 2019, oui, elle est quand même jamais trop supérieure. Elle est autour de 50% en général, à peu près dans ces eaux-là. Effectivement, elle a remonté en 2019. Puis deuxième élément, c'est une élection où les formations politiques sont plus ou moins à l'aise avec. Les écologistes ont tendance, pardon pour le terme, à cartonner, si je puis dire. On va voir si c'est la même chose, et la France insoumise n'est pas forcément au mieux. Oui, parce qu'on a un électorat, nous, plus populaire, qui a tendance à moins se mobiliser. Et donc c'est aussi notre bataille, nous, c'est de les faire. Et peut-être que la thématique européenne, c'est pas forcément non plus votre tasse de thé, si je puis dire. Si, parce qu'on a des parlementaires qui en ont fait vraiment, je veux dire, leurs combats principaux et qui ont mené des batailles intéressantes. Dans Madame Aubry. Manon Aubry qui a été notre chef de délégation, et puis je pense aussi à Leila Chebbi qui a mené un travail incroyable sur les travailleurs des plateformes, qui a été malheureusement bien, entravé par la majorité présidentielle au Parlement européen. Mais voilà, on a des vrais combats européens que nous menons, donc on remplit entièrement ce mandat et ses fonctions de parlementaire européen. Et on va aborder la troisième et dernière partie de ce dimanche en politique avec vous, Loïc Prudhomme. Député, saison 2, on appelait ça comme ça. Vous avez été élu en 2017 dans la 3e circonscription de la Gironde, réélu en 2022. Est-ce que ça a vraiment changé ? Votre deuxième mandat, est-ce qu'il est vraiment différent du premier, où ça se ressemble? Il y a toujours les mêmes problématiques dans votre circonscription au niveau national, où vous sentez des problématiques qui sont celles portées notamment par la France insoumise, qui sont encore plus prégnantes aujourd'hui? Alors oui, il y a des problématiques qui aujourd'hui se sont accentuées. J'en disais quelques mots tout à l'heure, vraiment rapidement. La question de l'inflation, l'inflation sur les produits alimentaires, la question des factures d'électricité, de l'accès au logement. Et je le vois sur la circonscription comme partout ailleurs sur le territoire. C'est vraiment les sujets qui intéressent les Français et sur lesquels nous avons des réponses à apporter. Et donc ça, je pense que c'est un changement par rapport au premier mandat. Malheureusement, j'allais dire, ces problèmes n'ont pas été réglés
et se sont accentuées. Donc nous sommes aussi dans une position où nous pesons plus. On est passé de 17 à 150 députés NUPES, 75 LFI. Et donc, je veux dire, on a aussi une possibilité de porter... Un poids politique, quand même. Un poids politique et une façon de porter des solutions et les réponses à ces problématiques auprès des gens qui, aujourd'hui, sont plus importants et qui permettent de porter un petit peu plus. Donc, moi, je m'en félicite. Ça, je veux dire, ça facilite un petit peu à faire passer les messages sur la circonscription et au niveau national. Néanmoins, les problématiques précises de la circonscription restent là, elles sont toujours présentes, les questions d'urbanisme, la question ferroviaire, parce que je vous rappelle que sur ma circonscription, il y a c'est Naves-Dornon, Bègle, pour schématiser un petit peu, et certains cantons de Bordeaux. Voilà, le 5e canton, et donc avec le centre de triage de Bègle, et on voit une offensive des ultralibéraux de la majorité sur le fret ferroviaire, avec une vente à la découpe de SNCF Fret, avec la question aussi de la LGV et des aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux qui démarrent des Bègles, Villeneuve-d'Ornon, pour aller ensuite vers Saint-Médard-d'Héran. Et donc ça, c'est des sujets sur lesquels je suis mobilisé parce qu'il y a aussi un prisme écologique auquel je suis très attentif. On va aborder les élections municipales. Juste pour terminer cette émission, avant une question, vous travaillez sur une proposition de loi, Loïc Prud'homme, pour protéger les enfants des publicités contre l'alcool. Oui. Proximité des établissements scolaires. Vous allez présenter cette proposition de loi ? Oui, on est sur le point de la déposer là, dans les prochaines heures, parce qu'effectivement, aussi étrange que cela puisse paraître, les publicitaires peuvent afficher des panneaux immenses avec des alcools. J'ai vu récemment de la vodka à proximité de lycées, de collèges. Et quand vous lisez les études scientifiques, tous disent que l'accès à cette publicité est directement corrélé à la consommation future d'alcool par nos enfants. Et donc je pense qu'aucun parent... Un vrai sujet de société. Un vrai sujet de santé publique. Vous comptez la faire voter ou examiner dans le cadre de la niche parlementaire? Alors notre niche, la précédente est passée il y a quelques semaines, la prochaine est bien loin, donc j'espère pouvoir plutôt trouver des appuis sur peut-être quelque chose de transpartisan. Parce que je veux dire, aucun des parents qui nous écoutent aujourd'hui ne peut être contre le fait qu'on protège son enfant, ses enfants, de la consommation d'alcool et de la consommation excessive d'alcool qui plus est. Jean Petou, tout à l'heure on évoquait avec Loïc Prud'homme je ne sais pas si on peut appeler le mot alliance, mais en tout cas des accords pour présenter des listes communes. Vous vouliez évoquer les municipales, notamment celle de Bordeaux, en 2026. Oui, alors, on se projette un peu plus loin. On loin. va faire un petit détour par l'histoire, parce que 21 janvier 2024, il y a un centenaire. Alors, je ne vais pas vous interroger, qui a bien pu mourir il y a 100 ans jour pour jour, c'est Lénine, 21 janvier 1924. Alors je ne sais pas ce que représente Lénine pour un homme de gauche, pour vous aujourd'hui, de votre génération. Je crois que Jean-Luc Mélenchon... On n'aurait pas le temps d'en parler maintenant. Jean-Luc Mélenchon était plus branché Trotsky, si j'ai bien compris. J'ai compris ça aussi. Mais pour les municipales, en 2020, vous aviez fait alliance avec Philippe Poutou. Est-ce que ça, c'est à l'ordre du jour pour 2026, ou est-ce que la configuration qu'on a vue, là, justement, NUPES locale, ça serait plutôt ça ? Non, la configuration, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire publiquement, de la France insoumise avec le NPA et Philippe Poutou en particulier, n'est plus d'actualité. D'accord. Mais alors une alliance avec Urmic ? Avec les écologistes ? En tout cas, je pense qu'il ne faut pas raisonner seulement sur la ville de Bordeaux, il faut avoir une vue sur les 28 communes de la métropole. Et il semble naturel, quand on défend avec Nicolas Thierry, Alain David, la continuité d'une union, une nouvelle union populaire, écologique et sociale, la NUPES. Qui n'est pas forcément la ligne d'Urmic, qui n'est pas forcément la ligne d'Urmic, mais qui, je le disais, est quand même ce qui est demandé par les électeurs. Ça veut dire que sur les 28 communes, il va falloir que l'on réfléchisse intelligemment à plutôt se faire la courte échelle ici ou là, plutôt que de se mettre des bâtons dans les roues pour faire avancer notre camp politique, puisque je vous disais qu'aujourd'hui, finalement, nous sommes face à face. La gauche face à la droite extrême, l'extrême droite. Donc c'est ça l'enjeu pour moi qui aujourd'hui doit être le fil rouge des discussions que nous aurons avec les partenaires, les futurs ex ou les ex-futurs partenaires de la NUPES. La prochaine semaine, oui, notamment. Et ça vaut pour les municipales comme ça vaut pour le reste. Je pense qu'on ne peut pas traiter ça par-dessus la jambe et se permettre de reculer sur nos positions sur ces élections municipales. En tout cas, moi, c'est cela que je plaide auprès de mes amis de la France Insoumise. J'espère qu'ils en comprennent l'importance et l'enjeu. Et puis après, je vais dire, la démocratie fera le reste et chacun. Parce qu'il y a une toute dernière question pour juste après. Mais ça fait le point avec votre question, Nicolas, sur l'importance des européennes. C'est aussi un instrument de mesure pour compter, j'allais dire, le poids respectif des formations dans la perspective des négociations de 2026. C'est bien pour ça que les appareils ont souhaité partir, certains en tout cas. Nous, on était pour une unité, pour
pouvoir se compter, pour espérer bouger ce rapport de force où nous avons fait 22% nous aux législatives de 2022 et que effectivement je comprends que ça ne satisfasse pas certains de nos amis qui pensaient peser beaucoup plus que les 3 ou 3,5 qu'ils ont pu réaliser ou 4,5 pour les meilleurs d'entre eux. Donc voilà, effectivement, il y a aussi malheureusement ces calculs un petit peu de boutique qui, moi, me semblent aujourd'hui un petit peu dépassés. Loïc Prudhomme, dernière question, on parlait des élections municipales. Est-ce que ça vous intéresserait un jour ? Écoutez, je rappelle, vous êtes député depuis 2017. Oui. Pour l'instant, je ne... 2026, par exemple ? Je n'y pense pas en me rasant, et je me rase assez peu souvent, d'ailleurs, vous pouvez le remarquer. Donc, je pense que la question... Même sans vous raser, peut-être que même sans me raser, non, j'y pense. Est-ce que ça vous intéresse en plan politique même ? Là, vous allez terminer, enfin, dans encore quelques mois, quelques années avant la fin de votre mandat parlementaire. Est-ce que vous aurez été député ? C'est un peu tôt. 12 ans. Oui. Est-ce que vous vous dites pourquoi pas autre chose ? Mais ça serait sur un plan personnel, je parle. à Villeneuve-d'Ornon d'ailleurs en plus. Pour une fois, sur un plan personnel. Je pose la question sur un plan personnel. Plus facilement à Villeneuve-d'Ornon qu'à Bordeaux. Notamment, par ailleurs. Non, sur le plan personnel, je pense qu'il est un peu tôt pour y réfléchir. Par contre, ça m'intéresse vraiment, et je vous l'ai dit, sur le plan collectif. Je pense que notre mouvement, la France Insoumise, plus largement la gauche, nous devons peser à la hauteur de ce que nous représentons aujourd'hui dans le paysage politique, ce qui n'était pas le cas en 2020. Et donc moi, je m'impliquerai vraiment personnellement à ce que nous pesions à la hauteur... Collectivement, à la hauteur de ce que nous sommes dans le paysage politique, et notamment à gauche, pour que nous soyons représentés à la hauteur de ce que nous défendons comme idée, comme programme. Après, personnellement, je pense qu'on verra ça plus tard. Il y a des camarades de très grande qualité sur le territoire de la métropole, sur le territoire girondin, qui sont aussi bien plus jeunes que moi. Et donc, je pense que quand on prône notamment... pas cumuler trop de mandats, je pense que c'est bien aussi de faire plutôt la courte échelle à des plus jeunes. Le message est passé. Merci beaucoup Loïc Prudhomme d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes député de la 3e circonscription de la Gironde, député de la France Insoumise depuis 2017. Merci beaucoup Jean Poutot également d'avoir partagé cette émission avec nous. C'est la fin donc de ce dimanche en politique. On se retrouve dimanche prochain avec tout autre chose, une émission spéciale Nouvelle-Aquitaine sur les Jeux Olympiques à 6 mois de la cérémonie d'ouverture, tout sur les enjeux sécuritaires, économiques, sportifs bien évidemment dans notre région. Passez un excellent dimanche. Merci, belle journée à vous.